Je m'efforce de ne pas gigoter tandis que maman fait glisser le plat de rôti de bœuf vers moi. L'odeur familière du romarin et de l'ail masque momentanément la tension dans l'air. Mon simple tailleur pantalon anthracite me semble soudainement inadéquat à côté de la robe de grossesse fluide de Camille, avec son délicat motif floral qui met parfaitement en valeur son ventre de 7 mois. Encore des pommes de terre, Adeline, demande maman, servant déjà une portion généreuse dans mon assiette avant que je puisse répondre. Merci, marmonnai-je, attrapant le signe d'approbation de papa depuis son trône au bout de la table. Le mari de Camille, Étienne, garde les yeux fixés sur son assiette, coupant méthodiquement sa viande en carrés parfaits. Il ne m'a pas regardé une seule fois depuis mon arrivée, ce qui est étrange même pour lui. Quelque chose ne va pas ce soir. Alors, commence maman d'un ton trop désinvolte qui déclenche immédiatement des signaux d'alarme. René, de la comptabilité, a mentionné que ton équipe a décroché le compte Westbrook. Je me fige à mi-bouchée. Comment le sais-tu, René? Oh, elle est maintenant dans mon club de jardinage. Une femme tellement charmante. Maman agite la main de manière dismissive. Elle a mentionné que tu avais reçu un bonus assez substantiel. 18 000 €. Nous sommes si fiers de toi, chérie. Le rôti de bœuf se transforme en sueur dans ma bouche. Je ne leur avais jamais parlé de mon bonus. Jamais. Cette information était privée. Ma petite victoire après 3 ans de semaine de 60 heures de travail, de vacances manquées et de pauses déjeuner sautées. Je commence, mais papa me coupe. Le timing est parfait, annonce-t-il, posant sa fourchette avec un cliquetis qui fait taire la table. Adeline va organiser la fête prénatale de Camille. Ma fourchette se fige à mi-chemin de ma bouche. Le temps semble s'arrêter tandis que les mots restent suspendus dans l'air entre nous. Je passe du visage impatient de papa au sourire satisfait de maman à l'expression de Camille, une satisfaction béate, à peine dissimulée sous un voile de surprise reconnaissante. Quoi? Le mot sort comme un murmure. C'est si généreux de ta part, s'exclame Camille, posant une main sur son ventre arrondi. Nous étions si inquiets de ne pas offrir à ce bébé l'accueil qu'elle mérite. Je regarde ma sœur, mon esprit me ramenant à un jour d'été il y a 20 ans. Moi, 8 ans, le nez collé à la vitre, regardant une douzaine de petites filles en robe de soirée virevolter dans notre jardin. Des serpentins pendaient de chaque arbre. Un clown professionnel fabriquait des animaux en ballon tandis qu'un photographe capturait chaque instant de l'extravagante fête des 10 ans de Camille. 2 mois plus tard, pour mon anniversaire, maman avait commandé une petite pizza au pepperoni. Finis tes devoirs avant de manger, avait insisté papa, levant à peine les yeux de son journal. Pas de fête, pas d'amis, juste une seule bougie plantée dans une part de pizza et une paire de chaussures censées comme cadeau. Nous devons économiser, avait-il expliqué quand j'avais demandé pourquoi Camille prenait des cours de danse pendant que je restais à la maison. Pourquoi Camille avait des broches pendant que j'apprenais à sourire les lèvres fermées. Pourquoi Camille avait une voiture pour son diplôme pendant que je prenais le bus pour mon travail à temps partiel, économisant chaque sou pour l'avenir qu'il disait que je devrais construire pour moi-même. Le salon Rosewood a le plus beau forfait, continue papa, interprétant mal mon silence comme un accord. 10 000 € couvre tout. Traiteur, décoration, photographe. Toutes les garnitures. Toutes les garnitures. Mes doigts se serrent autour de ma fourchette. 10 000 €. Près des 2/3 de mon bonus s'envole avant même que j'aie décidé quoi en faire. L'argent qui représente des centaines de nuits tardives, des milliers de moments manqués. Regarde ces photos, dit Camille, faisant glisser son téléphone sur la table. N'est-ce pas magnifique? Nous avons déjà choisi le thème de couleur. Je lève les yeux du téléphone pour voir Étienne se tortiller inconfortablement sur sa chaise. Il y a quelque chose dans son expression, de la culpabilité peut-être, qui me dit qu'il n'est pas non plus entièrement à l'aise avec cette embuscade. Je n'ai rien accepté, dis-je finalement, ma voix semblant lointaine même à mes propres oreilles. Maman rit doucement. Ne sois pas bête, Adeline. Bien sûr que tu feras ça pour ta sœur. La famille passe avant tout. Le trajet de retour est un flou. Mes phalanges blanches sur le volant. La pluie commence à tomber, tambourinant contre le pare-brise, en rythme avec mes pensées. Je me gare devant mon immeuble, petit mais à moi,
acheté avec des années d'économie prudente pendant que mes collègues passaient à des locations de luxe. À l'intérieur, je retire mes chaussures et m'enfonce dans mon canapé. La seule folie que je me suis permise en emménageant. Le son de notification de mon téléphone ressemble à une accusation. Avec des doigts tremblants, j'ouvre Facebook pour voir la publication de Camille qui récolte déjà des likes. Si bénie d'annoncer que ma formidable sœur Adeline nous organise la fête prénatale de nos rêves au salon Rosewood. Meilleure tante du monde. Amour familial. Fête prénatale. Les commentaires affluent en dessous. Félicitations. Quelle générosité. Quelle tante merveilleuse. Je fixe l'écran, une froide réalisation s'installant dans mon estomac. Ils m'ont piégé. Refuser maintenant ferait de moi la méchante dans une histoire qu'ils ont déjà écrite avec un rôle qu'ils ont décidé que je devrais jouer. Comme toujours, le lendemain matin, le téléphone sonne précisément à 7h30. Juste au moment où je sors de la douche, je sais déjà qui c'est avant de vérifier l'identifiant de l'appelant. Salut, maman, je réponds, calant le téléphone entre mon oreille et mon épaule tout en séchant mes cheveux à la serviette. Je prends juste de tes nouvelles, ma chérie, gazouille-t-elle, sa voix mielée d'une fausse désinvolture. Tu as bien dormi? Bien, je mens. Ma nuit a été passée à fixer le plafond, calculant combien d'heures supplémentaires ces 10 000 € représentent. 416 heures pour être exact. 52 journées de 8 heures de ma vie. Bien. Bien. Je pensais au menu de la fête. Le Rosewood propose une option brunch et une option thé de l'après-midi. Elle fait une pause, attendant mon enthousiasme. Quand aucun ne vient, elle ajoute, Camille penche pour les sandwichs au thé, mais avec son état, elle a besoin des protéines de l'option brunch. Je ne dis rien, regardant les gouttelettes d'eau courir sur le miroir de ma salle de bain. Adeline, tu écoutes? Je n'ai pas accepté cela, maman. Son rire teinte au téléphone comme du verre brisé. Ne sois pas difficile, ma chère. Ton père passe à ton bureau aujourd'hui avec les brochures. L'appel se termine avant que je puisse protester. Je serre le bord de l'évier, mes phalanges blanchissant tandis que je fixe mon reflet. La femme qui me regarde semble calme, contrôlée, le masque que j'ai perfectionné depuis l'enfance. Au travail, je passe en revue les projections trimestrielles lorsque Jessica entre. Quelqu'un est là pour te voir, ton père. Mon estomac se serre. Merci. Papa se tient dans la zone de réception, son bronzage de golfeur rendant ses dents anormalement blanches lorsqu'il sourit. Sous son bras, un porte-documents en cuir déborde de ce que je sais être les brochures promises. Journée chargée, demande-t-il, s'installant dans le fauteuil en face de mon bureau sans attendre d'invitation. Toujours. Il fait glisser le porte-documents sur mon bureau comme s'il concluait une affaire. Marthe et moi avons pris la liberté de restreindre les options. À l'intérieur se trouvent des photos glacées du salon Rosewood drapées de divers tons pastels, des centres de table élaborés et des serviettes personnalisées. Agrafée à la dernière page se trouve une facture détaillée de 10 000 € avec mon nom déjà rempli comme partie responsable. Vous avez déjà fait la consultation, dis-je, la déclaration étant neutre. Naturellement, l'endroit est rapidement réservé. Ces forfaits partent vite. Il tapote la facture de son doigt manucuré. La date limite du dépôt est le 15 octobre. C'est dans 3 semaines. Correct. Il se lève, redressant sa chemise de golf. Camille est très excitée. Elle appelle ça la première fête de sa fille. Après son départ, Jessica me trouve fixant mon écran d'ordinateur. Tout va bien, demande-t-elle, posant un café sur mon bureau. Ma famille s'attend à ce que je dépense 10 000 € pour la fête prénatale de ma sœur. Les sourcils de Jessica se haussent. La même sœur qui a posté cette séance photo de fiançailles ridiculement décalée sur un yacht l'année dernière? J'acquiesce, me souvenant comment Camille avait légendé ses photos, les rêves deviennent réalité quand on est le plus aimé. La comparaison tacite avait piqué alors. Ça pique maintenant. C'est fou, dit Jessica. Dis-leur non. J'aimerais que ce soit aussi simple. Ils l'ont déjà annoncé en ligne, pris des rendez-vous, sélectionné un lieu. Jessica se perche sur le bord de mon bureau. Alors c'est leur problème, pas le tien.
Ces mots restent suspendus dans l'air entre nous, un concept étranger que j'ai du mal à saisir. Ce soir-là, je trouve une enveloppe dans ma boîte aux lettres. À l'intérieur se trouve une note manuscrite de Camille, accompagnée d'une échographie. La petite fille aime déjà sa tante Adeline. Nous sommes si bénis que tu lui offres l'accueil qu'elle mérite. Le Rosewood a besoin de tes informations de carte de crédit pour le dépôt. Maman a dit que ça ne te dérangerait pas si nous utilisions celles qu'ils ont en dossier depuis le dîner d'anniversaire de papa. Je t'aime. Mon téléphone sonne avec un SMS de ma cousine. Si excitée pour la fête de Camille. Mon vol atterrit à 14h ce samedi. Peux-tu venir me chercher ou dois-je prendre un Uber jusqu'au lieu? Les murs se rapprochent alors que je réalise à quel point ils m'ont piégé. Un autre signal sonore, un message privé d'Étienne. Je suis désolée pour tout ça, Adeline. J'ai essayé de suggérer quelque chose de plus petit, mais tu sais comment Camille est. S'il te plaît, aide-nous cette fois pour l'harmonie familiale. Je promets de me rattraper. Le lendemain matin, on frappe à ma porte et je découvre maman tenant une petite boîte blanche de pâtisserie attachée avec un ruban rose. J'ai apporté le petit déjeuner, annonce-t-elle, entrant chez moi. Elle pose la boîte sur ma table basse et l'ouvre avec un geste théâtral, révélant une seule part de gâteau au chocolat à 3 couches de Belvoir, dit-elle, nommant la pâtisserie chic qui traiterait toutes les célébrations de l'enfance de Camille. J'ai commandé le gâteau entier pour la dégustation de la fête, mais je pensais que tu aimerais un échantillon. Elle me tend une fourchette en plastique. Le gâteau ressemble exactement à celui des 10 ans de Camille, la fête que j'avais regardée par la fenêtre. Pour les adultes, une petite part suffit, dit maman, me regardant prendre une bouchée hésitante. Les enfants méritent le grand gâteau, tu ne trouves pas? Le chocolat se transforme en cendre dans ma bouche tandis que les souvenirs refont surface. Camille soufflant des bougies sur des gâteaux entiers tandis que je recevais ma belle part. Camille déballant des montagnes de cadeaux tandis que je recevais mon cadeau pratique. Les rêves de Camille nourris tandis que les miens étaient jugés irréalistes. C'est délicieux, je mens. Après son départ, je m'enfonce dans mon canapé, le reste de la part de gâteau posée intacte sur ma table basse. Des larmes coulent sur mes joues tandis que je réalise que je suis toujours cette petite fille le nez collé à la vitre, regardant la célébration de quelqu'un d'autre de l'extérieur. Mon téléphone sonne, ma thérapeute me rappelant mon appel urgent de ce matin avant l'arrivée de ma mère. Dis-moi ce qui se passe, Adeline, dit la docteure Lavigne. Les mots coulent, l'embuscade du dîner, la facture, la carte de crédit, les annonces sur les réseaux sociaux. Tandis que je parle, les pièces éparses de ma vie forment un schéma que je n'ai jamais pleinement reconnu. Ils ont toujours fait ça, je murmure, la réalisation étant à la fois dévastatrice et étrangement libératrice. Ils ont toujours attendu de moi que je donne pendant que Camille prend. Et que veux-tu faire à ce sujet, demande la docteure Lavigne. Je jette un coup d'œil au calendrier où le 15 octobre approche à grands pas, la date limite du dépôt. La date à laquelle je vais soit abandonner mon bonus durement gagné, soit enfin tenir bon. Je ne sais pas encore, j'admets. Mais pour la première fois, je me permets d'imaginer dire non. Cette nuit-là, alors que les SMS horaires de Camille illuminent mon téléphone avec des thèmes de couleurs de fête et des éditions de listes d'invités, je reste éveillée à revoir ma vie de soumission. Chaque fois que je cédais, chaque oui qui aurait dû être un non. Chaque sacrifice qui passait inaperçu tandis que les moindres efforts de Camille étaient célébrés. Au lever du soleil, je réalise que ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de ma valeur. Et pour une fois, je dois me valoriser en premier. La dernière publication Instagram de Camille apparaît sur l'écran de mon téléphone à 6h12, me réveillant mieux que n'importe quelle alarme. Sa photo d'échographie parfaitement filtrée et légendée, j'ai hâte d'avoir les détails de la fête prénatale. Le cadeau spécial de tante Adeline va rendre cette célébration inoubliable. Famille bénie, tante généreuse. Je fixe le plafond, comptant les fissures que j'ai mémorisées pendant des nuits blanches. 47 commentaires déjà, chacun étant une autre brique dans cette prison qu'ils construisent autour de moi. Au travail plus tard ce matin-là, mon téléphone vibre à nouveau. Un SMS de Jessica. Ta mère vient d'appeler le bureau pour me demander de l'aide avec des éléments surprises pour une fête? La trahison me brûle. Il s'immisce dans tous les recoins de ma vie maintenant.
La matinée s'écoule dans un brouillard de feuilles de calcul et d'appels clients. Au déjeuner, ma patronne Diane passe à mon bureau, l'inquiétude plissant son front. Monsieur Dubois était dans le hall plus tôt, a dit qu'il devait te déposer quelque chose. Mon estomac se tord. Mon père? Elle hoche la tête, faisant glisser une brochure brillante sur mon bureau. A mentionné quelque chose à propos de ton engagement envers ses amis golfeurs. Tout va bien? La brochure du salon Rosewood brille sous les lumières fluorescentes. Quelqu'un a gentiment encerclé les prix des forfaits en rouge. Affaire de famille, je marmonne, la fourrant dans mon tiroir. Rien d'important. De retour à mon appartement ce soir-là, je tire le tiroir inférieur de mon classeur. Sous les déclarations de revenus et les polices d'assurance se trouve un simple dossier en papier craft. À l'intérieur, l'acte de propriété de mon appartement. Je trace ma signature sur le document. Il y a 2 ans, l'acompte représentait 1842 heures supplémentaires. Des week-ends où Camille postait des photos de vacances à la plage. Des jours fériés passés seuls avec des dîners au micro-ondes pendant qu'ils se réunissaient sans moi. Trop petit, avait dit maman lors de sa première visite. Pourquoi ne pas louer quelque chose de plus joli en attendant? Quel gaspillage d'acheter avant d'être installé avec une famille, avait ajouté papa, sans prendre la peine de cacher sa déception. Je sors ma calculatrice de travail. 10 000 €. Exactement combien d'heures de ma vie? Combien de déjeuners sautés et de rendez-vous médicaux reportés? Mes doigts trouvent la petite photo glissée dans la poche du dossier. Moi le jour de mes 25 ans, debout seul dans ma cuisine. Un gâteau au chocolat entier avec un glaçage épais devant moi. Le premier gâteau entier que j'ai jamais acheté juste pour moi. Pas de part, pas de partage. Le mien. Maman avait appelé cette nuit-là. À ton âge, j'élevais une famille, je ne jouais pas à la maison seule. J'avais coupé une petite tranche de gâteau après avoir accroché. Les vieilles habitudes. Le lendemain matin, Diane m'appelle dans son bureau. Je m'attends à des questions sur le compte Westbrook, mais au lieu de cela, elle me fait signe de m'asseoir sur la chaise en face d'elle. Ma sœur a essayé la même chose quand j'ai eu mon premier bonus, dit-elle sans préambule. A soudainement eu besoin d'aide pour le fonds universitaire de ma nièce. Mon visage brûle. Je ne. La famille pense que ton argent leur appartient parce qu'ils t'ont faite, elle se penche en avant. Mais tu t'es faite toi-même, Adeline. Ce bonus. Tu as gagné chaque centime grâce à un travail qu'ils n'ont jamais vu ni valorisé. Ces mots me suivent toute la journée, résonnant alors que je pousse la porte du café Magnolia, où maman et Camille m'ont tendu une embuscade l'après-midi suivant. Elles ont déjà pris une table de coin, des échantillons de tissus et de rubans étalés sur la surface. Nous avons réduit les options à verre sauge avec des accents dorés, annonce Camille tandis que je m'assieds sur la chaise en face d'elle. Le calligraphe a besoin du nombre final d'invités d'ici vendredi. Maman pousse un échantillon d'invitation vers moi, mon nom affiché en évidence comme hôte, une liste de prix agrafée au dos. Je fixe le papier délicat, sentant les murs se refermer. La toile qu'elles ont tissée si soigneusement autour de moi, chaque fil étant une autre attente, une autre supposition. Avez-vous déjà considéré ce que je pourrais vouloir faire de mon bonus? La question s'échappe doucement. Elles se figent toutes les deux. Maman se reprend la première avec un rire forcé. Ne sois pas bête, chérie. À quoi en aurais-tu besoin? Tu n'as pas d'enfant à charge. La simple vérité de la situation plane dans l'air entre nous. Je n'ai pas autant d'importance parce que je n'ai pas produit la prochaine génération. Ma valeur mesurée seulement par ce que je peux apporter aux autres. Je vais aux toilettes, dis-je, me levant brusquement. Au lieu de cela, je sors directement par la porte du café, ignorant leurs appels derrière moi. Pour la première fois de ma vie, je les quitte à mi-phrase. De retour à mon appartement, Jessica m'aide à rédiger des réponses au barrage de SMS de mes proches. Garde ça simple, me conseille-t-elle. Non, Jade. Pas de justification, pas de dispute, pas de défense, pas d'explication, juste je n'organiserai pas la fête, en boucle. Ma thérapeute, la docteure Léa, simule les scénarios de confrontation qui me terrifient le plus. Quelle est la pire chose qui puisse arriver s'ils sont en colère, demande-t-elle. Ils vont me couper les ponts, je murmure.
Et qu'est-ce que cela signifierait concrètement? Je cligne des yeux, réalisant que je n'ai jamais examiné cette peur. Ils appellent rarement, sauf pour demander quelque chose. Les vacances sont des obligations remplies de critiques. Quand la dernière fois l'un d'eux m'a-t-il posé des questions sur ma vie? Samedi soir, on frappe à ma porte et je découvre Camille, les yeux gonflés par ce que je soupçonne être des larmes stratégiques. Mais elle n'est pas seule. Mon voisin Thomas se tient nonchalamment dans le couloir, arrosant les plantes communes. Tout va bien, Adeline, crie-t-il, n'essayant même pas de cacher sa posture protectrice. Juste une visite familiale, dis-je, laissant entrer Camille, mais laissant la porte grande ouverte. Son embuscade se transforme en 15 minutes de conversation gênante avant son départ. Mission non accomplie. Dimanche matin, j'entre à la boulangerie Douceur rêvée avec une photo sur mon téléphone. Le même gâteau orné en forme de château de princesse que pour les 10 ans de Camille, jusqu'aux délicates fleurs en sucre et au pont-levis miniature. Pouvez-vous le recréer? Je demande au pâtissier, mais juste pour une personne. Ce soir-là, je suis assise à ma table de cuisine. Le gâteau, une réplique exacte du chef-d'œuvre d'enfance de Camille, brille sous les lumières de mon appartement. Je coupe une généreuse part, le couteau glissant à travers les couches de vanille et de garniture aux framboises. La première bouchée se dissout sur ma langue. Je ferme les yeux, savourant la douceur sans culpabilité ni obligation. Je prends une photo du gâteau avec ma part bien visible. Un instant, mon doigt hésite sur le bouton de partage. Puis je l'enregistre dans mon album privé à la place. Ce moment m'appartient à moi seul. Mon téléphone sonne avec un autre message de maman. Je le retourne face cachée sans le lire. La vérité s'installe autour de moi, aussi solide que les murs de mon petit appartement, aussi ferme que l'acte de propriété dans mon classeur. J'ai passé une vie à accepter des miettes de leur table, croyant que je ne méritais rien de plus. Mais j'ai construit cette forteresse moi-même, brique par brique. Et entre ces murs, c'est moi qui fais les règles. Je coupe une autre part de gâteau, encore plus grande que la première. Lundi matin, la feuille de calcul brille sur l'écran de mon ordinateur portable. Chaque ligne un témoignage d'années de déséquilibre financier. Colonne A, la date. Colonne B, la demande. Colonne C, le montant. Colonne D, ce que Camille a reçu pendant la même période. 3000 pour la fête de fin d'études de Camille. 200 pour ma carte, je marmonne, mes doigts volant sur le clavier. 5000 pour le mariage de Camille. Mon invitation est arrivée en retard. Je suis là depuis des heures, excavant des relevés bancaires et des relevés de cartes de crédit, comme un archéologue déterrant des preuves d'une civilisation oubliée. La civilisation du distributeur automatique familial d'Adeline Dubois. Mon téléphone vibre. Maman, encore, le 6e appel aujourd'hui. Je le mets en silencieux sans regarder et retourne à ma feuille de calcul. Les chiffres ne mentent pas. Ils ne l'ont jamais fait. Le total final me serre l'estomac. 37 842 € au cours des 10 dernières années. Près de 40 000 € de mon argent durement gagné, canalisé vers l'enfant en or pendant que je vivais de nouilles instantanées et que je faisais des heures supplémentaires. J'ouvre un nouveau document et commence à taper. À ma famille, après mûre réflexion, je ne financerai pas la fête prénatale de Camille au salon Rosewood ou dans tout autre lieu. Ce n'est pas négociable. Mes décisions financières sont les miennes seules. Toute tentative supplémentaire de me faire pression entraînera une rupture totale de la communication. Adeline. Je le relis 3 fois avant d'appuyer sur envoyer. Pas de justification, pas d'excuses, juste des faits et des limites. Au moment où je clique sur envoyer, je me sens plus légère. 1 heure plus tard, la sonnette retentit. Papa se tient sur mon seuil, le visage rouge au-dessus de sa chemise de golf. Il n'attend pas d'invitation, me dépassant pour entrer dans mon salon. C'est quoi ces bêtises? Il me brandit son téléphone. Ta mère est en larmes. J'ai dit ce que j'ai écrit, dis-je, surprise par la fermeté de ma voix. Ce n'est pas comme ça que nous t'avons élevé. Il arpente mon petit salon, examinant mes possessions avec une désapprobation évidente. La famille soutient la famille. La famille? Exactement, dis-je.
Quand ma famille m'a-t-elle soutenu? Il s'arrête, la bouche s'ouvrant puis se refermant. Pour la première fois de ma vie, mon père n'a pas de réponse toute faite. J'ai une réunion avec un client, dis-je, tenant la porte ouverte. Je dois partir travailler cet après-midi. Ses yeux se plissent. Ce n'est pas fini. En fait, si. Au travail, je crée un nouveau dossier de mai intitulé « Famille » et configure des règles de transfert automatique. Chaque message contenant « Fête »,« égoïste » ou « Ta sœur » est filtré de ma boîte de réception principale. Jessica de la comptabilité remarque mes clics déterminés. Drame familial, demande-t-elle, appuyée contre ma cabine. Exploitation financière familiale, je la corrige, ressentant une étrange libération à le dire à voix haute. Mon téléphone vibre avec un SMS d'un numéro que je ne reconnais pas, c'est Catherine Leblanc. Tu te souviens de moi du lycée? Ta mère a appelé à propos de la fête de Camille. Je bloque le numéro sans répondre et ajoute une autre règle à mon filtre de mai. Au déjeuner, Camille a posté un selfie en larmes sur Instagram. Dévastée que certaines personnes se soucient plus de l'argent que de la famille. S'il vous plaît, priez pour ma petite fille qui mérite d'être célébrée. Abandonnée pendant la grossesse. Le cœur brisé. Les commentaires affluent. Tellement désolé. Comment quelqu'un pourrait-il te faire ça? La famille devrait passer avant tout. Je ferme l'application et prends une profonde inspiration. Mes réponses répétées défilent dans mon esprit comme un script bien rodé. J'ai anticipé chaque culpabilisation, préparé chaque tactique de manipulation. Mon téléphone vibre à nouveau. Étienne. La carte de crédit est au maximum. Nous ne pouvons pas payer le loyer ce mois-ci. S'il te plaît, Adeline, juste cette fois. Je fixe son message. Une froide réalisation m'envahit. Il ne s'agit pas seulement d'une fête prénatale. Ils sont en train de couler financièrement et je suis leur seule bouée de sauvetage. Je suis désolée pour votre situation, je réponds. Je peux vous recommander un conseiller financier. Non. 3 points apparaissent, disparaissent, apparaissent à nouveau. Enfin, Robert et Marthe viennent au café La Sauge Sauvage ce soir. Ils savent que tu seras là. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Je ris presque. Ils s'inquiètent que je fasse une scène. La sauge sauvage est mon rituel, mon plaisir hebdomadaire. Une table de coin tranquille, le saumon à la planche de cèdre et 1 heure avec un bon livre. J'envisage d'annuler, de manger des nouilles instantanées à la maison à la place. Non, je refuse de me cacher. Ils m'attendent quand j'arrive après le travail. Maman, papa et Camille blottis à une table de 4 près des fenêtres. Les yeux de Camille sont cernés de rouge, une main posée protectrice sur son ventre arrondi. Maman agite frénétiquement la main quand elle me repère. Adeline, par ici, ma chérie. Plusieurs clients se retournent pour me regarder marcher délibérément vers ma table de coin habituelle et m'asseoir. Ils échangent des regards avant de migrer vers ma table comme une petite armée déterminée. Maman se glisse sur la chaise en face de moi. Papa se tient au bord de la table, bloquant ma sortie. Camille plane à ses côtés, reniflant de façon dramatique. Tu as toujours été jalouse de moi, dit-elle, la voix poussée au maximum. Même maintenant, tu ne supportes pas que je fonde une famille pendant que tu es seule. Un couple plus âgé à la table voisine regarde, écoutant clairement. Il ne s'agit pas de jalousie, dis-je, gardant ma voix égale. Il s'agit de 10 000 euros. Ce n'est que de l'argent, maman siffle. La famille est éternelle. Je ne paie pas 10 000 euros pour une fête que je n'ai pas planifiée, dis-je, les mots sortant plus clairs et plus forts que je ne m'y attendais. Ni maintenant, ni jamais. Papa se penche en avant, sa voix baissant à un grondement menaçant. Espèce de petite ingrate. Le serveur interrompt. Tout va bien ici? Discussion familiale, dit papa de manière dismissive. Mademoiselle Dubois, voulez-vous que ces gens quittent votre table, me demande directement le serveur. 3 paires d'yeux me percent, exigeant silencieusement l'obéissance. Oui, dis-je. Je le voudrais. Les têtes se tournent dans tout le restaurant tandis que ma famille rassemble ses affaires. Les sanglots théâtraux de Camille résonnent alors qu'ils sortent.
Je m'attends à ressentir de la culpabilité ou de la honte. Au lieu de cela, je me sens plus légère que je ne l'ai été depuis des années. Votre commande habituelle, demande le serveur. Oui, s'il vous plaît. Tandis qu'il s'éloigne, je remarque plusieurs hochements de tête subtils de la part des clients à proximité. Une femme âgée lève son verre d'eau dans un toast silencieux. Mon téléphone vibre avec un SMS d'Étienne. Je comprends votre position mieux que vous ne le savez. Je prends une profonde inspiration et fais quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. Je bloque les numéros de ma famille un par un. Maman, papa, Camille. Pour la première fois en 29 ans, la seule voix que j'ai besoin d'écouter est la mienne. Et elle ressemble remarquablement à la liberté. Une semaine passe, marquée par différentes tentatives pour me faire céder, mais je refuse. J'ai constitué un dossier de preuve de ce que j'ai contribué à cette famille au fil des ans et j'ai également retrouvé l'accord de co-signature pour le prêt de Camille. Mais tout cela se termine aujourd'hui. Samedi après-midi, j'entre dans le salon de mes parents, portant un porte-document en cuir qui pèse comme une armure sur ma poitrine. Le message texte concernant l'hospitalisation d'urgence de Camille due au stress m'a amené ici malgré mon meilleur jugement. Mais tandis que j'observe la scène, Camille étendue sur le canapé, faisant défiler son téléphone, l'air remarquablement en bonne santé pour quelqu'un supposé en détresse médicale, le dernier fil de ma culpabilité seront nets. Où étais-tu ? Maman se précipite vers moi, sa voix teintée d'une préoccupation feinte. Nous étions morts d'inquiétude. Papa se tient près de la cheminée, les bras croisés, ses cheveux argentés captant la lumière de l'après-midi. Assieds-toi, Adeline. Nous devons parler de ce qui se passe dans cette famille. Je reste debout. Oui, nous devons le faire. Étienne se tortille inconfortablement dans le fauteuil, ses yeux allant de moi à Camille. La pièce sent le pot-pourri à la cannelle de maman, l'odeur qu'elle utilise pour créer une atmosphère de chaleur de vacances quelle que soit la saison. Une tactique de manipulation que je reconnais depuis l'enfance. Camille a été soumise à un stress énorme, commence maman, se penchant à côté de ma sœur et lui tapotant la main. Le médecin a dit qu'elle devait éviter tout bouleversement pour le bien du bébé. Intéressant, dis-je, posant mon porte-document sur la table basse. Parce que j'ai appelé l'hôpital avant de venir, ils n'ont aucune trace d'admission de Camille hier ou aujourd'hui. La pièce se fige, la bouche de papa s'ouvre, puis se referme. C'était les urgences, corrige rapidement Camille. Ils ne conservent pas les dossiers de la même manière. Si, en fait, je dézippe le porte-document, mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Maman se penche en avant, les yeux plissés sur le dossier. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? La vérité. Je sors une feuille de calcul et la pose sur la table. C'est un relevé de chaque faveur financière que j'ai faite à cette famille au cours des 8 dernières années, totalisant 47 328 €. Papa s'avance maintenant. Attendez une minute. Non, papa, attendez. Ma voix ne tremble plus comme avant. La réparation de la transmission de Camille. Les soins dentaires de maman que l'assurance n'était soi-disant pas censée couvrir. Les réparations du toit de cette maison après que vous ayez prétendu que votre compte de retraite était bloqué. Je pose des relevés bancaires à côté de la feuille de calcul. J'ai surligné chaque retrait et à côté, j'ai noté où cet argent est réellement allé. Le visage de maman pâlit tandis que je continue. L'argent pour le toit ? 3 jours plus tard, Camille a posté des photos de ses nouveaux meubles de chambre. L'urgence dentaire ? C'était le même week-end où vous et papa avaient fait cette cronière en Alaska. Tu nous as espionnés ? Camille se redresse, la main protectrice sur son ventre. Non, j'ai fait attention. Je sors un autre document. Ceci est la demande de prêt que j'ai trouvée dans vos poubelles le mois dernier, Camille, où tu m'as listé comme co-signataire sans ma connaissance. La tête d'Étienne se tourne brusquement vers sa femme. Tu as fait quoi ? C'est ma sœur, siffle Camille. C'est ce que fait la famille. Et ceci ? Je continue en posant des impressions des publications de Camille sur les réseaux sociaux. C'est votre annonce de fête prénatale d'il y a 2 semaines. Avant que quiconque ne prenne la peine de me demander si j'étais prête à payer pour cela. Je regarde directement mon père, dont l'autorité semble diminuer à chaque document que je présente.
Vous m'avez utilisé comme fond d'urgence pendant des années, prenant de moi tout en donnant tout à Camille. C'est ridicule. Maman s'écrie, se levant du canapé. Nous vous avons toujours traité, vous les filles, de manière égale. Le rire qui m'échappe contient des décennies de blessures. Vraiment? Celle-ci date de mon 8e anniversaire. Je fais glisser des photos d'enfance. Camille entourée d'amis et de cadeaux à ses fêtes élaborées, contrastant avec des images de moi seule à la table de la cuisine avec une seule bougie dans un cupcake. C'était différent, dit papa, sa voix perdant son tranchant. Nous étions en difficulté financière à l'époque. Alors expliquez ceci. Un autre document atterrit sur le tas grandissant. Mon fonds universitaire qui est mystérieusement devenu le fonds de mariage de Camille. L'héritage de grand-mère qui est allé entièrement à l'acompte de Camille pendant que j'obtenais une cafetière. Petite ingrate. Maman commence, mais Étienne l'interrompt. Marthe, arrête. Sa voix est calme mais ferme. Elle a raison. Le silence qui suit ressemble à un coup de tonnerre. J'ai construit ma vie sans votre aide, je continue, ma voix ferme malgré le tremblement dans ma poitrine. J'ai travaillé 60 heures par semaine pendant que Camille invoquait des urgences familiales chaque fois qu'elle dépensait trop. J'ai sacrifié des vacances et des relations parce qu'on m'a appris que mes besoins passaient toujours en dernier. Papa s'enfonce dans sa chaise, sa posture patriarcale s'effondrant. Plus maintenant. Je me tiens plus droite, sentant des décennies de poids invisible se soulever de mes épaules. Je ne suis pas votre fonds d'urgence. Je ne suis pas votre fille de second choix. Comment oses-tu nous parler comme ça? La voix de maman monte brusquement. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi, maman? Nommer une seule chose qui n'a pas finalement profité à Camille. Sa bouche s'ouvre, se ferme, s'ouvre à nouveau, mais rien ne sort. C'est ce que je pensais. Je referme mon porte-document. Voici mes conditions pour toute relation future, respect, égalité et thérapie familiale. Fini les demandes financières, fini la manipulation, fini les mensonges. Ou quoi? Camille défie, son masque de vulnérabilité ayant complètement disparu maintenant. Ou rien. Il n'y aura tout simplement plus de moi dans vos vies. Je plonge la main dans ma poche et place ma clé de rechange de leur maison sur le tas de preuves. Le petit bruit métallique qu'elle fait en frappant la table ponctue 29 ans d'inégalité. La fête prénatale est annulée, dis-je. Ou plutôt, je ne la paie pas. Ce que vous faites de votre propre argent est votre affaire. Étienne croise mon regard alors que je me tourne pour partir, me faisant un léger signe de tête qui porte un respect inattendu. Adeline, ne sors pas par cette porte, prévient papa, retrouvant sa voix. Je m'arrête sur le seuil, me retourne une dernière fois. Je l'ai déjà fait, il y a des années. Vous ne l'avez jamais remarqué. Tandis que je ferme la porte derrière moi, j'entends les sanglots de colère de maman et les protestations indignées de Camille. Mais plus fort que tout cela est le son de mon propre battement de cœur, fort et régulier, battant enfin pour moi-même. 6 mois plus tard, j'accroche la dernière photo encadrée au mur de mon salon et recule pour l'admirer. Pas un portrait de famille, ceci reste en réserve, mais une photo de moi debout fièrement devant mon nouvel immeuble. Jessica l'a prise il y a 3 mois, le jour du déménagement, capturant le moment où je me suis enfin autorisée à passer de mon premier logement à ce spacieux appartement de 2 chambres avec la terrasse que j'avais secrètement convoitée pendant des années. Endroit parfait, crie Thomas depuis la cuisine où il arrange des amuse-gueules pour ma pendaison de crémaillère. Le soleil printanier inonde les fenêtres 2 fois plus grandes que celles de mon ancien appartement. Tu crois, je demande, inclinant la tête pour étudier l'arrangement. Absolument. C'est la première chose que les gens verront en entrant. Il apporte un verre de vin. Au nouveau départ. La sonnette retentit et je prends une profonde inspiration avant d'ouvrir. Pas de cœur qui bat la chamade, pas de mâchoire serrée. Les symptômes physiques de l'anxiété familiale se sont estompés au cours de 6 mois de thérapie. Jessica entre avec son mari Marc, suivi par des collègues de travail et des voisins de mon ancien immeuble. Pas un seul membre de ma famille parmi eux. La pièce se remplit d'une chaleur plus authentique que celle que j'ai ressentie lors de n'importe quel rassemblement familial.
Votre don a contribué à financer toute notre série d'ateliers de printemps, dit Léane, la collègue de ma thérapeute, qui dirige des programmes d'éducation financière pour les femmes. 20 participantes cette session. Je souris, me souvenant ce que j'ai ressenti en écrivant ce chèque, en utilisant une partie de ce qui aurait été l'argent de la fête prénatale de Camille pour aider d'autres femmes à apprendre ce qu'il m'a fallu des années pour comprendre. Pas de culpabilité, pas d'obligation, juste une satisfaction tranquille. Plus tard, tandis que la conversation coule autour de ma table à manger, celle que je me suis achetée sans me soucier du coût, Marc lève son verre à la première soirée d'anniversaire avec des amis d'Adeline et son dîner fait maison. Ce n'est pas mon anniversaire avant des mois, je ris. Et c'est, Jessica cligne de l'œil, puisque tu as mentionné que tes anniversaires étaient toujours discrets. La douleur familière monte, mais ne m'accable pas. La docteure Lavigne appelle cela un progrès, ressentir la blessure sans s'y noyer. Après le dîner, je coupe un somptueux gâteau au chocolat de la pâtisserie Magnolia. Pas les petites tranches soigneusement rationnées de mon enfance, mais de généreuses parts qui font grogner d'appréciation tout le monde. Quand je coupe ma propre part, de la même taille que celle de tout le monde. La simple égalité est révolutionnaire. Mon téléphone vibre avec un SMS. Étienne. Je ne tressaille plus aux notifications familiales. Camille a commencé un suivi financier. La petite fille est arrivée la nuit dernière. Les deux vont bien. Je réponds, félicitations, ressentant l'écheveau compliqué d'émotions sans avoir besoin de les démêler immédiatement. La séance de thérapie de la semaine prochaine m'y aidera. La carte de Noël de maman est sur mon comptoir, juste une photo cette année. Pas de message chargé de culpabilité sur les obligations familiales. Papa ne m'a pas parlé depuis que je suis partie il y a 6 mois. Certaines blessures ont besoin de plus de temps que d'autres. La fête se termine après minuit. J'embrasse chaque invité en partant, savourant le simple plaisir des liens choisis. Une fois tout le monde parti, je me promène dans ma nouvelle maison, mes doigts effleurant les murs peints dans les couleurs que j'ai choisies. La deuxième chambre sert à la fois de bureau à domicile et de quartier général du club d'investissement que j'ai créé avec des collègues. Un journal relié en cuir est ouvert sur le bureau, documentant mon parcours, non pas pour l'approbation de quelqu'un d'autre, mais pour mon moi futur. Dans la cuisine, je coupe une autre part de gâteau juste parce que j'en ai envie. Le geste, autrefois rebelle, ressemble maintenant à une respiration, naturelle et nécessaire. Je retourne au salon et touche le cadre qui contient ma photo. Non pas la femme que mes parents voulaient que je sois, mais la femme que j'ai choisi de devenir. Certaines personnes ne t'apprécieront que lorsque tu t'apprécieras toi-même en premier, je murmure à la pièce vide qui me semble tout sauf vide.